Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Actu en 7, votre rendez-vous hebdomadaire du samedi. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet 2017 et c'est parti pour l'analyse, le commentaire de l'actualité de la semaine avec nos spécialistes, nos analystes politiques sur ce plateau. Aujourd'hui, Actu en 7 a le plaisir de recevoir le directeur de publication de Direct Info. Madame Baramata Dia, bonjour à vous. Bonjour, Mme Anta. Toujours avec nous sur ce plateau, nous avons le journaliste chroniqueur Biram Walta Konjaï. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer avec l'analyse objective de l'actualité de la semaine, l'actualité politique, les législatives 2017 pour démarrer. Et puis, pour terminer notre débat, nous allons nous intéresser au baccalauréat 2017. Nous allons parler des fuites et également des résultats catastrophiques de cette année-ci. Alors, campagne électorale 2017. Madame Baramata Dia, je vais démarrer avec vous pour faire la lecture de cette campagne électorale qui vient de démarrer. Juste une semaine de campagne. Quelle lecture faire? Depuis dimanche, la campagne électorale a démarré. Elle bat son plein à travers le pays. Les différents états-majors, sous des angles différents, essaient de peaufiner des stratégies allant dans le sens d'une bonne communication à engranger le maximum d'électeurs de leur côté. Bon, sous ce rapport, il y a lieu de souligner que depuis que Wade est là, il constitue ce qu'on pourrait appeler la grande attraction. Et son cas est intéressant. Intéressant dans la mesure où, en ce sens, qu'il constitue un fait qui peut à la limite paraître insolite. Pourquoi? Parce que Maître Wade est âgé de 80 ans. Maître Wade fut un ancien président de la République. Il a été défait il y a 5 ans. Il a été chassé du pouvoir. Il est revenu, il a ravi la vedette à tout le monde. Et bon, maintenant, par rapport à son parti, il y a lieu quand même de s'interroger. Pourquoi le choix de Maître Wade? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le PDS ne s'est pas encore affranchi de la tutelle de Maître Wade. Que ceux qui sont au PDS donnent l'impression qu'ils ne sont pas capables de driver pour atteindre ces objectifs. Ceux qui sont là-bas, ça veut dire que Maître Wade, quand il est là, c'est le combat. Quand il n'est pas là, c'est le désert. Cela pose problème et il y a lieu de regretter sous ce rapport qu'un homme âgé de 91 ans, vieux, avec ses vieux os, se mette à parcourir le pays alors que les jeunes sont là. Et par rapport à ces gens du PDS, je leur rappelle ceci, ce que disait Nietzsche, c'est mal payer son maître que de rester éternellement son maître. À un autre niveau, on peut voir que Maître Wade est un combattant et l'archétype achevé du combattant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il combat, il l'a dit lui-même, je combattrai jusqu'à la fin de ma vie. Bon, quand vous voyez un homme de son âge qui montre la persévérance, et pour lui, les seules batailles perdues sont celles qu'il n'a pas encore livrées, cela constitue une leçon de vie qu'il est en train de donner à la jeunesse. Mais le troisième niveau de lecture... Avant de passer au troisième niveau de lecture, bon, vous avez évoqué le débat autour de l'âge. Juste rappeler que Maître Wade n'est pas le seul âgé dans cette compétition. Il y a Moustapha Niasse, tête de liste départementale à Nioro, qui est très âgé aussi. Ils sont à mettre dans le même lot. Voilà. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire pas faire la fixation sur Wade. Ça veut dire que ces partis-là ont un problème de relève et que ceux qui dirigent ces partis n'ont pas fait le vide autour d'eux. Et la conséquence est là. Ils n'ont pas d'héritier capable de... Maintenant, par rapport au troisième niveau de lecture, quand un président de la République est chassé du pouvoir et qu'il revient 5 ans après et qu'il soit la star, la grande vedette actuellement, ça veut nous amener à nous interroger et à nous demander si ceux qui sont actuellement les tenants du pouvoir n'ont pas échoué. Et dans une plus large mesure, on peut se demander même si la classe politique n'a pas à sa mission, parce que Maître Wade revient pour faire
ombrage à tout le monde. Il est en train de noyer le reste de l'opposition. Il a ravi la star à Khalifa Sall qui était là avant la venue de Maître Abdou Mbaye qui se voyait en sauveur. Et même tout ce monde-là est moulé par l'aura de Wade. Bon, chacun de ces candidats est en train de dérouler sa stratégie. Vous avez parlé de Wade, bon, oui. Mais derrière ce retour, qu'est-ce qui de Wade? Est-ce que c'est lié à son fils ou bien nous allons y revenir donc au cours de notre débat. Alors je vais donner la parole à Biram Walta Konjaï pour faire votre lecture par rapport à cette campagne électorale qui a démarré dimanche dernier. Oui, la lecture est simple parce que je vais rebondir seulement sur ce que M. Dia a dit. Il a parlé de persévérance, je ne pense pas, je ne le partage pas. Persévérance, non. C'est que Maître Wade a décapité le PDS. Actuellement, il est obligé de revenir parce qu'il n'y a plus rien. La nature a horreur du vide, comme on a l'habitude de dire. Il vient pour quelle raison? Il vient parce que, de peur qu'on lui ravisse la vedette, ça c'est un. Deuxièmement, parce qu'il n'y a personne pour piloter le PDS, un appareil politique. S'il ne vient pas, Maître Wade, il risque d'être relégué. Le PDS risque d'être relégué au second plan. Il ne faut pas oublier que le décor a changé. Les rapports de force ont changé. Actuellement, on assiste davantage à une montée en flèche de nouveaux leaders, tels que Ousmane Sonko, il faut le reconnaître quand même, et qui amènent un vent frais. Voilà. Ces gens-là, ces derniers comme Ousmane Sonko, auraient pu très facilement, effectivement, s'imposer dans l'environnement politique et pour 2019, afficher un leadership au sein même de l'opposition. Pourquoi ne pas s'imposer avec, bien sûr, la présence de Wade, comme vous dites? Ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé parce que moi, je ne pense pas que Maître Wade va réussir son coup, c'est-à-dire son barreau d'honneur. Ce n'est pas de la persévérance, c'est un barreau d'honneur qu'il est en train de mener. Il le mène pour qui? Il le mène pour le PDS en premier lieu et par ricochet pour son fils. Il suffit... Maintenant, tout dépend de l'implication, de l'orientation politique quant à la campagne électorale des derniers, comme Sonko, comme Abdoul Mbaye, comme tant d'autres, qui sont là depuis un passé récent et qui cherchent leur voie. Tout dépend de ça. Maître Wade, maintenant, est-ce qu'il va réussir à imposer son leadership traditionnel, charismatique? Ça, je ne le pense pas, parce que je pense que la lecture qu'on fait souvent de l'attroupement, de la mobilisation qu'on a vue lors de son arrivée, je pense que c'est un trompe-l'œil. Souvenez-vous, Abdou Diouf, quand Maître Wade était au pouvoir, a bénéficié d'un élan de sympathie pareil. Est-ce que pour autant, Abdou Diouf aurait pu bénéficier d'un poids électoral à la mesure des attentes ou des projections qu'on en fait? Je ne le pense pas. Et je pense que ça va se dérouler de la même manière. Alors, maintenant, pour revenir au diagnostic entre guillemets de la situation politique actuelle, moi je pense que oui, il y a une confusion. Actuellement, on ne sait pas où on va. La classe politique actuellement est à couler au pilori parce qu'elle a échoué. Elle a échoué parce que si elle n'avait pas échoué, Maître Wade n'aurait pas pu attirer l'attention, ne serait-ce qu'attirer l'attention des électeurs et des médias en particulier. Alors, où est-ce que ça va nous mener? Là, il est difficile à l'heure actuelle d'émettre une idée, une estimation, une évaluation exacte. Mais toujours est-il que le premier diagnostic à émettre, c'est ça, c'est l'échec de la classe politique. La classe politique aurait une stratégie bien exactement, quoi et concrètement? De renouveau. Dans sa stratégie de renouveau. Du système politique en général. Du système politique, parce que c'est ça. On s'attendait à ce que, par exemple, avec l'arrivée avec la nouvelle alternance, qu'il y ait un renouveau dans le système politique. Des ruptures, comme on a l'habitude de dire. Et ça, on ne l'a pas vu, ces ruptures-là. Ce qui explique ce statu quo. Parce qu'il y a un statu quo qui se manifeste par l'arrivée et par l'emprise que Maître Wade a exercée sur la classe politique actuelle. Et de ce point de vue, moi, je l'envisage comme étant pour toute la classe politique et en particulier un échec de celui qui incarnait la rupture jusqu'en 2012, à savoir le chef de l'État. Voilà, donc Maître Abdoulaye Wade, comme vous avez dit, qui a ravi la vedette à une partie de l'opposition. Il y a également la tête de liste de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Juste rappeler que dans un de vos articles, vous êtes revenu sur ces deux têtes. Donc, vous parliez de jeu législatif, les maîtres du jeu législatif. Alors,
faire le point sur le cas Boun Abdallah Dionne. Par rapport à ce que vient de dire M. Ndiaye, je crois qu'il ne m'a pas bien écouté. Parce que j'ai analysé, j'ai fait un diagnostic à deux niveaux. Le premier niveau, ça veut dire que j'ai dit que quand Maître Wade est là et qu'il conduit les destinées du PDS, ça veut dire quelque part qu'il n'a pas eu la relève qu'il fallait. Ça, c'est le premier niveau. C'est lui-même qui l'a décapité. Ouais. Donc, je dis que c'est mal payer son maître que de rester éternellement son élève. C'est ce qu'avait dit Nietzsche. Donc, c'est pour corroborer ce que j'ai dit. Maintenant, l'autre niveau aussi, quand un vieillard de 91 ans, dans ses vieux os, reste debout, prêt pour le combat, ça veut dire qu'il est persévérant, quoi qu'on dise. Maintenant, qu'est-ce qui motive cette persévérance? Maître Wade n'est pas là pour le prestige. Ce qui est sûr, Maître Wade ne sera pas député. Maintenant, il est là parce qu'il combat pour son fils. Maître Wade combat pour Karim Wade, qui est un gracier toujours en prison. Donc, il combat pour son fils. Maintenant, dans ce combat pour son fils, qu'est-ce qui l'intéresse? Chercher à affaiblir l'actuel président Macky Sall pour l'obliger à des négociations pour que son fils soit plus libre par rapport à ce qu'il vit actuellement, d'ici 2019. Maintenant, par rapport à Boun Abdallah Dionne, moi, j'ai regardé l'homme depuis 2014. Il est un néo-converti dans la politique. Il souffre de ce que le sociologue Weber appelle la légitimité charismatique. Il n'en a pas. Maintenant, aussi, il a été défait à plate couture en 2014 lors des locales. Il a perdu Gossas. Mais il est revenu cette année. Certainement, il a retenu les leçons du passé. Et c'est un Boun Abdallah d'attaque que j'ai vu. Bon, parce qu'en politique, il y a trois sortes de postures possibles quand on est politicien. Soit on subit les événements, soit on les contemple, ou bien on les provoque. Et le meilleur parmi les politiciens, c'est celui qui provoque les événements. Il est en train de les provoquer. Et partout où il passe, c'est la grande mobilisation. Ensuite, il se permet même d'attaquer surtout le PDS frontalement. Donc, ce qui montre qu'il a un peu changé parce que d'habitude, il était dans la défensive. Donc, je dis que c'est la surprise du chef actuellement. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai dit ça. On assiste à ce qu'on pourrait appeler une bipolarisation du jeu politique. Il y a d'un côté Manko, d'un côté Wattu Sénégal et de l'autre Benno Bokk Yakaar. Mais bien vrai qu'il y a d'autres forces qui sont là, qui émergent. Et c'est le lieu de noter que les maîtres El Hadji Diouf, Aïssata Tall Sall, Aïda Mbodj et Sonko, Abdou Mbaye, parce qu'ils pouvaient se réfugier dans les grandes coalitions, ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de se peser. On va voir maintenant qu'est-ce que cela va donner dans un avenir immédiat. D'accord. Donc le cas Boun Dionne que nous allons évoquer avec vous, il a parlé d'attaque tantôt. Nous allons y revenir parce que là également il y a confusion. Est-ce que lors de cette campagne électorale pour les législatives, donc le discours doit être suivi, doit être des attaques? Donc ça doit être peut-être orienté autrement. Mais avant Boun Abdallah Dionne, comment est-ce que vous l'analysez? Oui, j'aime bien ce qu'il dit, parce que quand il dit provoquer les événements, et effectivement c'est la lecture que j'ai du choix porté sur la tête de liste Abdallah Dionne. Sauf que là, comme je le vois, c'est que c'est une manière aussi d'orienter le débat politique, de définir le thème de la campagne. Parce que quand ils choisissent Abdallah Dionne, c'est pour que le thème de la campagne, ça on est dans le domaine des communications, c'est pour donner une connotation purement économiste portée sur le bilan. Et bizarrement, ce qu'on voit depuis le début de la campagne, c'est que toutes les tares qui ont été dénoncées par-ci, par-là, par les Sonko notamment, par d'autres, ont du mal à germer, à fleurir. Tout est question de bilan. Même si vous regardez la dernière attaque
faite par Idriss Seck et a été largement relayée par les médias, c'était sur les réalisations. Et ça, ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi leur coup parce que Boun Abdallah mené vers ce terrain-là. Parce que c'est le terrain dans lequel ils se sentent le mieux à l'aise. Et c'est ça le coup de maître de Macky Sall et puis dans le cadre de sa coalition. Donc moi, c'est la lecture que j'ai, par exemple, du choix porté sur Abdoulaye Dione et qui est en train, n'est-ce pas, de porter ses fruits. Alors ça, c'est un aspect des choses. Mais j'aimerais quand même, si vous permettez, revenir sur ça. Moi, je pense que dire que Maître Wade est là pour Karim Wade, c'est un peu minimaliste. Il est là d'abord pour le PDS. D'abord pour le PDS de Karim Wade dépend de l'avenir politique du PDS. C'est ça. Sans Abdoulaye Wade, le PDS aurait eu une cinglante gifle, excusez-moi. Et ce qui compromettrait à coup sûr l'avenir de Karim Wade en 2019. Il n'a pas le choix, mais c'est lui qui en est le responsable. Et c'est lui qui vient à nouveau, n'est-ce pas, recoller les morceaux. Si le PDS actuellement est dans cet état-là de léthargie, tout le monde est parti, c'est devenu, à le dire, ben, j'exagère un peu, mais à peu près une coquille vide, tellement le PDS a subi des contre-coups, des démissions par-ci, etc. Le dernier cas, regardez Aïda Mbodj, qui quand même constitue une figure emblématique du PDS. D'abord, donc, moi, la lecture que j'en ai, c'est que Maître Wade est là pour le PDS d'abord, et ensuite pour Karim Wade en 2019. Donc ça, c'est juste une précision, c'est une nuance voilà, que je voulais apporter à ça. Mais pour Abdoulaye Dione, c'est ça. Moi, je pense que le président de la République est en train de réussir son coup. Et puis l'opposition est en train d'être menée à tomber dans le piège. Voilà. Voilà. Donc nous allons parler discours. D'ailleurs, le discours qui est posé par les candidats à la députation, est-ce que ce sont les vrais contenus, les contenus attendus par le peuple pour les législatives qui sont posés? En tout cas, ce que j'entends très souvent, c'est des attaques par rapport à une gestion, bien par rapport à un passé, etc. C'est qu'au Sénégal, c'est le vote affectif qui prime. On se soucie d'aucun programme, ou bien d'un réseau relationnel, parce qu'il y a telle personne qui a aidé mon frère à avoir du boulot, quand on avait des problèmes de santé, c'est lui qui avait évacué mon oncle, etc. Donc, c'est un vote affectif, ou bien un vote lié à un réseau relationnel, ou bien un vote de circonstance, ou bien un vote qui est le résultat d'un certain effet d'entraînement. Donc ça veut dire que les programmes, les gens ne s'en occupent pas profondément. Est-ce qu'on peut parler de programme dans les législatives? Non, on ne peut pas parler de programme parce qu'on n'est pas en présidentielle. En réalité. Mais c'est que ces législatives de 2017 ont une connotation particulière parce qu'elles constituent des primaires pour la présidentielle de 2019. Oui. Ce n'est pas pour rien que Mohamed est en train de vendre les réalisations de Macky Sall. Donc, ça veut dire que c'est un enjeu de taille pour le contrôle des décideurs nationaux. Et tous ceux qui sortiront du lot pourraient avoir une posture qui pourrait peut-être leur permettre, en 2019, de bien se situer par rapport à la présidentielle. Donc, c'est des législatives très importantes et personne n'en doute que tous les acteurs l'ont compris et ils mettent les bouchées doubles par rapport à l'électorat. Le contenu des discours Biram Walta Konjaï, comment est-ce que vous voyez le contenu? Est-ce que ça a plutôt l'air de législative ou d'une présidentielle? Alors, parce qu'il y a deux choses. Alors, il y a l'idéal, d'abord d'un côté, et il y a la réalité d'un autre. Au Sénégal, on aime bien enlacer l'idéal, lui donner des baisers, etc. On aime ça. Mais sauf que la réalité finit toujours par nous rattraper. Ok. Alors, un politique qui s'engage dans des élections, ben, lui, son objectif principal, et c'est légitime, c'est d'engranger des voix. Donc moi, si j'avais par exemple à conseiller ou à fournir à donner mon avis à un
un candidat, mais c'est lui de se coller à la réalité des choses. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que on est une population, on constitue une population qui, en réalité, est plus attentive, comme disait M. Dia, à des réalités autres, comme l'aspect affectif, parental. Regardez, je vais vous donner un exemple d'où je viens, Linguère, par exemple. Mais à Lingui s'impose un maître, il faut le dire. Mais qu'est-ce qui motive le soubassement de ça? C'est quoi? C'est les liens de parenté. Il ne faut pas se le cacher. À Louga, il y a Moustapha Diop, qui a quand même, il faut pardonner aux gens leur talent, qui a pu s'imposer à Louga, et puis qui a déboulonné, etc. Voilà. Et qui a pu s'imposer. Et qu'est-ce qui l'explique? Qu'est-ce qui l'explique? Ce n'est pas établi sur des bases de politique publique, d'évaluation de politique publique. Non, c'est sa proximité avec l'électorat, etc., etc., etc. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas s'attendre à ce que nos politiciens qui sont là, à la veille d'une élection, ben, s'arc-boutent sur des politiques publiques dont les populations de base n'ont rien à faire. Donc, c'est ça, ça c'est de l'ordre de l'idéal. On peut le vanter, on peut, voilà, l'aduler à la limite, mais ça ne paye pas. Un politique, un homme politique, ben, sa motivation première, ben, enfin, sa motivation, c'est pas des, c'est la motivation ultime, évidemment, idéalement, c'est d'améliorer les conditions de vie, mais pour cela, il faut quand même, au préalable, bénéficier d'une confiance populaire. Et la confiance populaire, n'est-ce pas, dépend de l'adhésion des gens à sa cause. Ils n'ont pas le choix. Vous avez parlé de campagne de proximité, on l'a noté lors de ces législatives avec certains candidats, Sidiki Kaba, Abdoul Mbaye, entre autres candidats qui mènent une campagne de proximité. Mais certains observateurs parlent de théâtralisation. Est-ce que vous abondez dans le même sens? Bon, ça dépend de ce qu'on entend par théâtralisation, parce que la politique, c'est des stratégies. Et la proximité, elle peut être payante dans ce Sénégal. Parce qu'on aime dire « Dieu de Fmouyek ». Quand un ministre de la République se déplace jusque dans ton état, ça peut donner des résultats. Donc moi, je crois que cette proximité-là peut être payante. Maintenant, il s'agit aussi d'y ajouter une bonne communication et la bataille d'opinion. Donc ça peut être rentable, quoi. Donc je crois que nous ne sommes pas... Mais la politique d'abord, c'est le théâtre. Que l'on veut ou non. La politique, c'est une scène où c'est un théâtre où chacun joue son rôle. Donc quand on parle de théâtralisation, on n'a rien inventé. Donc ça veut dire que chacun est dans son bon rôle, que ce soit les acteurs, que ceux de l'opposition. Mais tout cela repose sur la communication, comme vous venez de le dire. Voilà, donc la stratégie menée par ces politiques en tenant une campagne de proximité, comment vous voyez cela? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Si oui... c'est la stratégie qu'il faut. Comment on peut convaincre des gens si on ne va pas vers eux? Alors ce n'est pas du théâtre ou bien vous allez... Du théâtre, c'est trop dire. Du théâtre, c'est trop dire. On a un programme, disons. Enfin, minimalement, on veut que les gens votent pour soi. Alors, on n'a pas le choix que d'aller vers eux. En 2012, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de bien de Macky Sall qui avait sillonné le Sénégal et qu'on le voyait sortir des cases à peine courbées, etc., etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ça? Et tout le monde convient que c'est ça qui lui a valu son succès électoral en 2012. Pourquoi maintenant refuser à Abdoul Mbaye, par exemple, qu'il fasse de même ou à un autre qu'il fasse de même? Théâtralisation, c'est trop dire à mon avis. C'est juste une stratégie de campagne et puis basée sur une relation directe avec les populations. Mais la manière, par exemple, le cas Sidiki Kaba, faire du thé avec des jeunes, est-ce que cela est motivant? Bon, pas décent, mais est-ce que c'est motivant avec des jeunes qui ont besoin d'emploi, l'emploi des jeunes qui posent problème actuellement avec le pouvoir? Donc, est-ce qu'ils ne pouvaient pas ne pas faire du thé avec... En fait, c'est le message qui dérange, qui pose problème. Oui, mais ça, on le voit, par exemple, boire du thé avec des jeunes. Mais parce que l'attention est portée sur ça.
Mais en buvant le thé avec les jeunes, il a l'opportunité de leur exposer son programme, de leur donner leur juste sur ce qui a été réalisé, et puis de les mettre au courant de ce qu'il va, enfin de ce qu'il compte faire, de son apport éventuel dans les politiques publiques. Pourquoi s'en offusquer? Je vois pas la... Maintenant, on peut parler de trahison, c'est à la guerre comme à la guerre. Mais je n'y vois aucun inconvénient, à mon avis. C'est une stratégie de communication. Il n'y a rien de plus décent que ça. Maintenant, les arguments peuvent être portés ailleurs, sur sa politique en tant que telle, mais moi, je n'y vois pas de problème. Voilà, nous parlons toujours législative, campagne électorale, avec bien sûr les affiches, entre autres. Quelques questions qui ont été évoquées dans la semaine, dans la presse, avec bien sûr la violation des règles démocratiques selon certains acteurs. Des affiches de la coalition au pouvoir auraient violé donc, les lois démocratiques parce que donc l'image du chef de l'État Macky Sall que l'on note dans ces affiches de la coalition Benno Bokk Yakaar. Votre analyse sur ce point? Bon, si on interroge l'histoire récente de ce pays, on se rend compte qu'en 2007, Maître Wade avait mis en selle une affiche sur laquelle était sa personne, le Conseil constitutionnel, et finalement ça a été retiré. Donc, qu'est-ce que maintenant le Conseil constitutionnel attend par rapport à cette affiche du président Macky Sall? C'est la grande question. Mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas refuser cela à Maître Wade et permettre ça au président Macky Sall. C'est une incohérence qu'il faut corriger à mon avis. Donc, parce que la campagne des législatives n'est pas celle du président Macky Sall. Bon, ça ne la concerne pas directement, mais indirectement peut-être. Donc, ça n'a pas de sens, ni n'est pas opportune, ni aussi ne se justifie pas par rapport. Donc, c'est une aberration qu'il faut corriger à mon avis et très rapidement. Donc le Conseil constitutionnel est interpellé. Vous parlez du Conseil constitutionnel, mais le rôle de la Sénat... La Sénat aussi, sur ce registre précis, a son rôle à jouer. Donc c'est lui qui veille sur la régulation des opérations électorales. Donc elle aussi, elle a son mot à dire. Dites-nous, est-ce que c'est normal de... de Walfadjri a tenté de contacter la Sénat, donc M. Sall, Issa Sall de la Sénat, qui n'a pas voulu réagir à travers nos antennes, donc disant qu'il n'a pas vu d'affiche. Est-ce que cela, est-ce que la Sénat a joué son rôle dans ce cas, en disant qu'elle n'a pas vu d'affiche, qu'elle ne peut pas parler comme ça dans la légèreté? Même s'il n'a pas vu d'affiche, elle pouvait demander où sont les affiches, les gens vont lui montrer, donc, et son rôle rester cloué entre quatre murs. Donc, elle n'a pas le droit à se dérober, elle doit s'assumer, parce que s'assumer c'est son rôle, et s'assumer et recadrer les choses quand il y a lieu de le faire. Alors, donc la démocratie exige une concertation, la démocratie aussi exige des recadrages chaque fois que c'est nécessaire. Il y va de notre honorabilité et de l'avenir de ce pays pour qu'il ne sombre pas dans des dérives, quoi. Alors, le mutisme de la Sénat, ça, cette situation, Biram Walter Koundiaye. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que quand il y a eu, par exemple, l'histoire des bulletins, quand il fallait trouver un arrangement parce que ce n'était pas tenable qu'un votant puisse choisir 47, il a fallu que l'administration, notamment je pense c'est le président qui a fait cette déclaration pour que la Sénat puisse mettre ses culottes et puis convoquer la classe politique. Donc ça ne me surprend pas. Alors ça c'est une chose. Mais la Sénat effectivement devait prendre les devants. Mais pour revenir à l'histoire des affiches, c'est en 2001 que le Conseil constitutionnel avait pris, n'est-ce pas, cet arrêt pour interdire. Mais ça portait sur les bulletins. Pas sur les affiches. Pas sur les affiches. C'est en 2012 que la Cour d'appel avait effectivement statué sur les affiches, c'est-à-dire l'image du président de la République. Donc, mais toujours est-il qu'il y a autorité de la chose jugée. Mais moi, j'y vois une sorte de provocation. Et c'est une provocation parce qu'ils savent ils le savent bien. Ils disent souvent que l'électoral ne prévoit pas ça, ne l'interdit pas. Mais
il y a eu une jurisprudence. C'est une source de loi. Donc dès lors qu'il y a des cours, notamment la cour d'appel en 2012, qui avait statué et qui avait expressément interdit que l'image soit sur les affiches. Donc il fallait s'en tenir à ça. Mais c'est de la provocation. Moi je pense que c'est juste pour... ils vont le faire. Si le Conseil constitutionnel se prononce pour dire, par exemple, qu'il enlève pour demander qu'il enlève le truc, ils vont le faire. La provocation, ça va ralentir la cadence dans le déroulement de la campagne, la cadence de l'opposition, et puis ils auront réussi leur coup. Et encore fausser le débat, hein, réorienter le débat autrement. Justement, mais c'est à la guerre comme à la guerre. La guerre comme à la guerre. C'est ça, c'est ça. C'est malheureusement ça, mais c'est ça le génie de Macky Sall. Il faut le dire, il a du génie. Maintenant, c'est inspiré peut-être d'un cynisme, peut-être bien, mais en tout cas, jusque-là, il est en train de mener, il n'est pas sous la défense, il mène la danse, et puis les autres suivent à son rythme. Vous avez parlé tantôt de l'article L78 du Code électoral, donc qui a été modifié. Le votant va choisir 5 bulletins au lieu de 47. Au moins. Au moins, voilà, au moins 5 bulletins au lieu de des 47. Alors, quelle lecture faire aussi de cette décision lorsqu'on a voté, donc lorsqu'on a adopté lorsqu'on a pris cette décision à l'Assemblée nationale, ça a fait un peu de bruit quand même ce jour-ci. Personnellement, moi je suis pour ça. Je le dis tout clairement. Je suis pour ça. Maintenant, c'est la manière dont ça a été fait. Parce que je pense que le protocole additionnel de la CEDEAO parle de large consensus, de large majorité. Moi, large majorité, j'entends par ça un consensus. Un consensus, ce n'est pas juste une majorité mécanique. On ne peut pas parler de consensus alors que des coalitions comme Ouattou, Sénégal, comme coalition gagnante, si ces deux coalitions n'en font pas partie, on ne peut pas parler de consensus. C'est ça. Mais je suis pour de telles mesures. On ne peut pas aller, par exemple, voter avec 47 bulletins. Non seulement ça ralentit le vote, alors que le code actuel, le code électoral prévoit que ça doit se tenir dans une journée, etc. Donc, personnellement, je suis pour, mais la manière dont ça a été adopté, ça, je pense qu'il y a des réserves à émettre. Votre analyse sur cette question, Mme Baramata, par rapport à cette... 47 listes... près de 400 millions de bulletins, embêtant et renversant et incompréhensible dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Mais incompréhensible, pourtant il y a plus de 300 partis. Mais c'est pas il y a des listes qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas, que leur leader ne pourrait pas avoir un seul député. Il y a tellement de listes. Donc il y a tellement de listes qui font preuve de figuration seulement. Maintenant, par rapport à c'est vrai que le terme large consensus pose problème. Donc c'est flou jusqu'à présent, parce qu'un consensus, par définition, ce n'est pas l'unanimité, mais ça frise l'unanimité. Et les segments les plus importants de ces acteurs-là doivent être, leurs préoccupations doivent être prises en compte, ce qui n'a pas été le cas, donc c'est regrettable, mais c'est une bonne chose. Mais on se rappelle que l'opposition a toujours prôné le bulletin unique, qui peut le plus, peut le moins, pour utiliser le bulletin unique et adopter les 5 bulletins. Donc ça veut dire que quelque part, mais l'essentiel est que les élections se tiennent plus rapidement et qu'il y ait moins de temps pour l'électeur et que l'opération se déroule dans des conditions normales et optimales. Donc que les élections se tiennent le plus rapidement possible à date échue, le 30 juillet. Mais est-ce que ce sera possible avec, bien sûr, le problème qui se pose avec le retrait des cartes d'identité biométrique, les cartes d'électeurs? Mais c'est le lieu aussi de rendre hommage à un expert électoral, Ndiaga Sylla, qui a émis cette proposition-là. Donc, pour ce qui concerne le retrait, effectivement, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Et moi, je crains vraiment, j'ai vraiment des pressentiments, des craintes quant aux soubresauts post-électoraux. Parce que là, c'est le chaos. On est à moins de 20 jours du scrutin. Les gens, la production
optimale, l'organisation, l'émission optimale des cartes fait défaut. Et puis les gens ne vont pas retirer leurs cartes. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Qu'à la suite des élections, que les gens soient frustrés de ne pas avoir eu l'opportunité d'aller voter pour des manquements liés à l'organisation, n'est-ce pas, qui relèvent de l'administration, et que ça débouche sur un chaos. Ça, c'est un fait. J'ose imaginer que l'administration, notamment le ministère de l'Intérieur et la direction des élections, n'est-ce pas, puissent prendre les dispositions nécessaires pour que cela n'arrive pas. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Voilà, votre analyse là-dessus. En tout cas, le rythme où les cartes d'identité sont servies est trop lent. Ici, ajoute aussi, il y a des dysfonctionnements, des cartes qu'on retrouve dans des poubelles ailleurs quelque part dans le Sénégal. Oui, ensuite, ouais, beaucoup d'électeurs n'ont pas aussi encore reçu leur carte, donc à 20 jours, pose problème et inquiète les populations. Maintenant, par rapport à ça, il y a lieu de faire vite. Est-ce qu'ils y arriveront? C'est ça la grande question. Maintenant, si on n'arrive pas à atteindre le CI ciblé, bon, on va voter avec quel fichier? Donc tout ça, c'est des problèmes et ça risque de dégénérer si on n'y prend pas garde. Et de déboucher aussi sur un éventuel taux élevé d'abstention. Ça aussi, c'est à craindre, qui va empêcher, n'est-ce pas, des résultats. Parce que dépenser 50 milliards pour ce résultat-là, c'est un énorme gâchis. Voilà, pour l'économie sénégalaise surtout. Alors, information à suivre, actualité à suivre très certainement dans nos prochains numéros. Nous allons avancer pour évoquer notre dernier sujet. Alors, nous allons parler d'éducation, le baccalauréat 2017 catastrophique, des résultats qui commencent à tomber, donc sont catastrophiques. Nous allons parler des une enquête qui se poursuit, le chef de l'État qui parle de sanctions. De manière globale, Biram Walter Kondiaye, quel est votre sentiment face à une telle situation avec les candidats au baccalauréat? Un sentiment de, enfin, je ne dirais pas de déception, mais c'est du déjà vu. Quoi qu'on dise là, moi j'ai eu le bac, ça fait 25 ans. Et déjà on parlait de fuite. Même à l'université, on parlait de fuite. Les fuites, c'est pas quelque chose de différence actuellement, c'est pas les fuites. Ce qui fait la différence, c'est que actuellement il y a des vecteurs d'amplification, des vecteurs de vulgarisation plus efficaces. Les réseaux sociaux. C'est ça qui est nouveau. Mais ça, c'est pas nouveau. Pour revenir à la déclaration du chef de l'État, oui, c'est bien beau. Il a parlé de sanctions, des fautifs, etc. Ça, il le faut. Mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est pas seulement ça. Ça, c'est bon parce que ça va dissuader éventuellement d'autres... voilà. Mais ce qu'il faut, c'est revoir l'organisation du baccalauréat. C'est ça surtout. S'adapter aux nouvelles technologies, mettre sur pied des dispositions sécuritaires qui permettent de nous préserver d'éventuelles situations pareilles. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, chacun fait sa sainte-nitouche, on s'indigne parce que ça a pris des proportions. Vous savez, au Sénégal, on a plus peur, on craint plus les reproches que les vices. Tout le monde savait ça. On ne peut pas me dire que les gens ne savaient pas qu'il y avait des fraudes, des fuites au bac. Même à l'université, moi j'en ai connu. Ne me demandez pas la preuve, j'en ai pas. Mais on se parlait et puis voilà. Maintenant que ça a pris des proportions inquiétantes, là les pouvoirs publics se mobilisent, l'opinion publique s'indigne, mais il faut, au moins, quand même ça va un peu booster les pouvoirs publics à prendre des dispositions, mais il ne faut pas s'arrêter seulement aux sanctions, il faut aller plus loin, c'est-à-dire faire imaginer d'autres méthodes d'organisation pour parer éventuellement à la situation et puis surtout s'adapter à la réalité actuelle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les technologies nouvelles. Alors, est-ce qu'on doit faire le rapprochement avec des résultats catastrophiques du baccalauréat, cette situation? Je pense pas, parce que les résultats... Il n'y a pas eu de perturbation cette année-ci quand même, il faut le dire. C'est ça, mais les résultats catastrophiques, on en a connu depuis un moment là. Oui, mais les résultats cette année-ci, au bac, c'était quoi? Est-ce que c'était pas 50% jeunesse?
pas grand-chose, mais je pense que ça tournait autour de ça. Bon, pour les premiers résultats, cette année-ci, c'est pire. Les résultats du premier tour. Ouais. Oui, mais avec les résultats du deuxième tour, ce qu'ils vont faire, ça va certainement, si ça va enfin, s'approcher des résultats habituels. Mais de ce point de vue-là aussi, il y a le niveau. Il y a le niveau des élèves actuellement qui pose vraiment problème. Même, parlons pas du niveau des élèves, mais du niveau des enseignants qui pose problème. Les gens traînent des lacunes. Parfois, vous voyez des élèves de terminale, mais qui vous écrivent des lettres, mais vous vous rendez compte, vous demandez ces gens-là ont le certificat d'études. Ça, c'est une chose, évidemment. Mais ça, on le traîne depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Vous avez parlé tout à l'heure de revoir l'organisation de l'examen du baccalauréat. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le système éducatif en tant que tel alors? Parce que vous parlez de problèmes de niveau du côté des enseignants, du côté des élèves. C'est l'enseignement qui doit être revu alors? Mais absolument, c'est pour ça que j'ai parlé du niveau des enseignants. C'est un tout global, c'est un tout. Et sous ce rapport-là, quand même, il faut reconnaître, parce que le gouvernement actuel est en train, par exemple, pour les réformes à l'université. Mais ce qui me pose problème, c'est que les réformes ne sont envisagées qu'à l'université, qu'à l'étude supérieure, qu'au niveau d'études supérieures. Alors qu'une fois au niveau d'études supérieures, le mal est déjà fait. On n'a plus... Vous voyez, il y avait des études qui étaient initiées par le grand professeur de philosophie. Non, pas Momoussé, l'autre. En tout cas, il était... Mais ça, ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'était qu'au niveau de l'université, avec ces autres-là. Mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut agir en priorité. Il faut agir au niveau le plus bas pour ensuite remonter vers le haut. Mais effectivement, c'est le système éducatif qui est malade actuellement et qu'il faut quand même... Et puis là aussi, il y a la résistance des enseignants, des corps sociaux, qui pose problème aussi. Parce qu'il suffit que le gouvernement avance une idée nouvelle, et puis là, les enseignants se braquent, etc. Et puis ça crée quoi? Un statu quo. Là aussi, la responsabilité est partagée. Le gouvernement, mais aussi les acteurs sociaux tout autour aussi doivent revoir leur copie. Alors, Madame Baramatadia, les fuites, les résultats catastrophiques, une réorganisation de l'examen du baccalauréat ou bien de l'enseignement, le système de l'enseignement, votre point de vue là-dessus? Par rapport aux fuites, dans le passé, il y en a eu, c'est vrai. Mais l'ampleur avec laquelle elles ont été connues cette année, cela choque. Et le mercredi 7, les Sénégalais, dans leur ensemble, se sont réveillés meurtris. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des fuites au bac. Et on était obligés de reprendre d'annuler les matières. Des épreuves comme le français et l'histoire et la géographie. Donc, c'est dire que c'est un problème réel et qu'il y a lieu de trouver... Il est indéniable que cela ne peut émaner que de l'encadrement, ça veut dire de certains enseignants ou bien des techniciens de l'office du bac. On ne dédouane pas le directeur de l'office du bac, en l'occurrence Babou Diakhoum, et par ricochet le ministre de l'enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. Leur responsabilité est engagée dans cette affaire. Maintenant, par rapport aux menaces du président Macky Sall et aux instructions qu'il a données, je crois qu'on ne doit pas s'arrêter là. Il faudra sévir et punir et aller jusqu'à la racine du cancer pour pouvoir l'éradiquer définitivement, mais ou bien en proportion. Et Mme Anta, permettez-moi de partager avec vous ces écrits d'un professeur d'université sud-africain qui avait affiché ça devant la faculté dans une des facultés de Johannesburg. Il disait ceci: pour détruire une nation, on n'a pas besoin d'armes atomiques ni de missiles intercontinentaux. Il faut réduire la qualité de l'éducation et permettre aux Qu'est-ce que cela va donner comme conséquence selon lui? Cela va entraîner à ce que le malade mourra dans les mains d'un médecin qui a réussi grâce à la fraude. Donc ensuite, les bâtiments, les maisons s'effondreront dans la main d'un ingénieur
qui est passé par la tricherie. La religion s'éteindra dans la main de tous qui ont eu leur posture grâce au vol. Et ensuite, la justice s'envolera dans la main de magistrats qui ont été pistonnés ou bien qui ont réussi leur sésame grâce au vol. Donc, l'ignorance se répandra dans la main de la jeune génération, se répandra parmi la jeune génération dans la main d'enseignants qui ont eu leur posture à des pratiques aux antipodes de la morale. Donc tout ceci, ça donne quoi pour le professeur d'université? Ça donne la chute de l'éducation. Et selon lui, la chute de l'éducation, c'est la chute d'une nation. Et subitement, me revient à l'esprit ce que disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour faire bouger le monde. Donc, suffisant pour comprendre que nous devons mettre fin à cette culture. Et il y va de la responsabilité de tout un chacun, de tous les segments. Quelque part, tout enseignant que tu vois aujourd'hui, ou bien celui qui a eu des fonctions d'enseignant, a honte quelque part. Parce que ce qu'il voit sous nos yeux est ahurissant et à la limite renversant. Donc maintenant, par rapport à l'organisation des examens, je crois que nous avons assez d'experts dans ce domaine. L'expertise est avérée. Donc même sur le plan de la technologie, on en a. Donc, mais il faudra faire en sorte mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et que ce pays-là, que chacun de nous en fasse le nôtre. Maintenant, par rapport au résultat, je crois que il y a cette année, l'année scolaire a été apaisée. Il n'y a pas eu de perturbation. Mais quand vous évaluez le bac, ça ne veut pas dire que vous évaluez cette année. Vous évaluez de la 6e à la terminale. Et de la 6e à la terminale, qu'est-ce qu'il fait? Mais vous voyez dans certaines écoles des profs qui font l'école buissonnière. C'est toute une génération. Donc, qui sacrifient toute une génération. Il y a tellement de choses qu'il faut corriger dans le système éducatif pour qu'on ait un système. On y met énormément d'argent. Ça, je le reconnais. Il y a énormément. Des milliards sont là. Il y a les infrastructures. Mais il faut un management très, très rigoureux pour que l'enseignement puisse qualitatif assez énorme. Et je crois qu'on peut y arriver, il suffit de croire et le vouloir, car rien de grand ne peut se faire, ni ne se fera sans générosité ni héroïsme. Belle leçon de morale de Mme Bara Matadia. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes directeur de publication de Direct Info. Merci à vous également, Biram Walta Kondiaye. Vous êtes journaliste chroniqueur. Chroniqueur dans Walf Quotidien. Dans Walf Quotidien. Tous les mardis, hein? Tous les mardis. Voilà, à suivre. Donc la chronique de Biram Walta Kondiaye à suivre tous les mardis sur Walf Quotidien. Merci. Merci à vous. Vous voulez rajouter? Oui, je suis aussi directeur de publication de Dakar News, un nouveau site internet que je compte lancer, que je lance par le FMI. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, très chers invités. Merci donc à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro d'Actu en 7. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. Merci à Cheikh Tidiane Ndiaye. Il était du côté de la technique. Mention spéciale à Ousseynou Sall Issakha pour le décor. Oustaz Hassan Diouf a coordonné le numéro. Bonne suite de journée sur Walf TV.